Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. J'imagine, j'espère que la salle va peu à peu se remplir après la pause. On va essayer durant cette table ronde d'y voir un peu plus clair sur l'étendue des cybermenaces, terme au sens large, hein, on va le voir pendant cette table ronde. Alors on ne va pas essayer de vous dissuader de prendre l'avion cet été, mais on va quand même essayer d'y voir plus clair et de se parler en toute franchise. On va faire un petit point sur les cybermenaces que l'on connaissait déjà, et il y en a des nouvelles à la faveur des tensions géopolitiques, des zones de conflit, en particulier l'Ukraine et Gaza. Ces cybermenaces qui devraient, des cybermenaces, pardon, qui devraient sans aucun doute proliférer à la faveur de la digitalisation galopante du transport aérien, qu'on parle des infrastructures sol ou même évidemment des avions. Alors de quelles menaces précises parle-t-on? Quels risques font-elles peser très concrètement? Comment s'en prémunir? Est-ce qu'il y a des solutions face à ces cybermenaces? Pour répondre à ces questions, sans catastrophisme, encore une fois, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, par ordre alphabétique, Yannick Assouad. On peut l'applaudir, même si on n'est pas nombreux. Merci. J'ai envie de dire, on ne vous présente plus, mais je vais quand même vous présenter. Vous êtes directrice générale adjointe avionique de Thales. Également, à mes côtés, Marion Buchet. Bonjour. On l'applaudit aussi. Vous êtes directrice du CERT Aviation. On va venir en détail tout à l'heure sur les activités du CERT. Également, Vincent Gilles. Bonjour. Vous êtes membre du bureau exécutif du SNPL France Alpa et aussi commandant de bord. Et Jean-Claude Nanche. Bonjour. Vous êtes responsable sûreté avion chez Airbus. Alors d'abord, si vous le voulez bien, avant d'entrer dans le détail, une petite photo globale des cybermenaces aujourd'hui. Qui d'entre vous veut nous dresser le spectre, ou peut-être pouvez-vous vous donner la parole tour à tour, le spectre des menaces aujourd'hui, en commençant, allez, je ne sais pas, du sol jusqu'aux avions. Quelles sont les menaces aujourd'hui? Yannick. Je vais commencer. On vit tous de plus en plus dans un monde numérique et bien entendu l'aéronautique ne fait pas exception, et ça va bien sûr du sol jusqu'au bord en passant par l'air traffic management qui est un point extrêmement important de la gestion des avions dans l'air et au sol. Je crois que c'est évident, en particulier sur le sol, vous le vivez tous, vous n'avez plus une carte d'accès à bord, vous avez un portable, énormément de services au sol sont maintenant complètement digitaux, et tant mieux, puisque on en a eu besoin après la crise du Covid, les acteurs étaient tous exsangues et on avait besoin d'augmenter notre efficience, et quoi de mieux que le digital pour le faire. Donc les opérations au sol, qu'elles soient celles qui lient le passager à la compagnie aérienne, qu'elles soient les opérations de maintenance avion, tous ces services-là sont de plus en plus connectés et donc peuvent être cyberattaqués. Puisqu'en général, quand on lie digitalement tous ces acteurs, on passe par des données qu'on stocke quelque part, et à un moment donné, effectivement, on peut les attaquer. De même, la gestion du trafic aérien peut être attaquée, puisqu'en fait, il s'agit de radars sol, certes, mais surtout à partir du spectre d'émission des avions, il s'agit de logiciels de gestion qui ne sont pas aujourd'hui forcément connectés, mais qui le seront de plus en plus. De même, dans l'avion, alors il y a les choses évidentes pour les passagers qui sont les systèmes cabines, qui là sont de plus en plus connectés à l'extérieur et à travers une liaison satellite, mais qui se connectent à Internet. De la même manière, la cabine est connectée au monde Internet de manière évidente. Alors aujourd'hui, aucun système avion qui joue sur la sécurité aérienne n'est connecté au monde ouvert de l'Internet. Je le précise parce que ça me semble important, et
parce qu'il y a des films qui fantasment un peu sur l'ouverture des systèmes. Je pense que c'est utile de le préciser. Il n'empêche que même le cockpit est connecté de plus en plus, en général sans interaction avec les systèmes de gestion du vol sécurisés. Mais demain, si on veut là aussi optimiser les opérations, par exemple pour faire de l'optimisation en temps réel des trajectoires, on aura besoin de liens sécurisés. Et là, Airbus et Thales travaillons à ces liens cybersécurisés, mais on pourra en reparler. Donc, les menaces qu'on a, bien sûr, c'est les menaces que nous avons au sol, hein, tous les cyberattaques, mais il y en a d'autres, en particulier sur les avions, et en particulier sur les avions, le brouillage de nos capteurs est une autre menace. Et puis enfin, l'usurpation d'identité qu'on voit beaucoup à travers le GPS et l'usurpation de GPS en ce moment, du signal GPS. Typiquement, toutes ces menaces pèsent effectivement sur le monde de l'aérien. Marion Buchet, vous avez des informations complémentaires sur cette première cartographie et peut-être un mot aussi sur ce qu'est le CERT Aviation, c'est peut-être pas inutile. Donc le CERT Aviation est une association amenée à devenir un groupement d'intérêt public qui s'occupe de veiller les menaces du secteur du transport, qui touchent le secteur du transport aérien, et également d'aider les entreprises et les entités qui adhèrent au CERT en cas d'incident. Sur les menaces auxquelles le secteur est soumis, on a les menaces tout venant. Donc, si certains ont lu le rapport de l'ANSSI, vous savez qu'on va parler principalement de ransomware et également maintenant de plus en plus de menaces qui vont cibler les appareils mobiles, mais également de menaces spécifiques. Donc, dans l'aérien, on a deux types d'acteurs. On a les opérateurs, compagnies aériennes et aéroports, et on va avoir les industriels, donc équipementiers ou constructeurs notamment. Pour faire simple. Et donc, sur ces types d'acteurs, on va avoir des menaces différentes. Sur les aéroports, les compagnies aériennes, on peut voir du DDoS, notamment, donc du déni de service, c'est-à-dire le fait de solliciter énormément un site Internet de manière à ce qu'il ne soit plus accessible. Et on viendra après aux acteurs et à leur motivation. Et sur les industriels, on va avoir plus tout ce qui est vol de propriété intellectuelle, fuite de données. On est dans un climat international assez particulier où les modes de confrontation hybrides sont de plus en plus présents. Et ces modes de confrontation hybrides, ça va de la désinformation, en passant par le brouillage GPS, jusqu'aux actions cyber, puisque les actions cyber sont difficiles à attribuer. Et donc, c'est un mode d'action qui peut être facilement utilisé pour déstabiliser une économie ou un pays. Alors, difficile à attribuer. Ceci dit, je ne vends pas la mèche, mais c'est pas un piège. On l'avait préparé celle-là sur la provenance. Parce que je pense que si je demande aux experts issus d'entreprises, on ne va pas forcément me répondre. Peut-être que si, mais pour vous, Marion Buchet, la provenance, clairement, il y a... Alors, je peux peut-être décrire la gradation des acteurs et Marion continuera. C'était du teasing alors. Voilà. Parce qu'on parle de cybermenace, c'est un terme générique qu'on emploie tous. Il faut savoir que c'est un moyen de pression qui est relativement asymétrique, c'est-à-dire qu'avec des moyens relativement faibles et de l'intelligence un petit peu, on arrive à générer des conséquences qui peuvent être des interruptions d'opérations, des conséquences économiques fortes. Alors les trois types d'acteurs, généralement on les met en trois groupes. Il y a ce qu'on appelle les challengers. Donc c'est des gens qui ont une grosse appétence pour l'informatique, tout ce qui marche avec des 1 et des 0, et dont le but c'est, comme le nom l'indique, d'essayer d'atteindre des choses qui devraient être protégées, etc. Dans ce groupe-là, on peut y inclure aussi certaines entreprises de cybersécurité qui veulent montrer leurs capacités et vendre leurs services. Ces gens-là n'ont pas à la base une intention malveillante, on va dire, de facto, mais ils peuvent, par négligence, causer des perturbations importantes. Le deuxième type d'acteurs, c'est ce qu'on appelle le cybercrime, c'est-à-dire les gens qui ont des actions cyber à des fins monétaires. Donc les gens c'est ce qu'on appelle les ransomware, les gens qui bloquent des systèmes informatiques, les gens qui exfiltrent de la donnée
propriétaire et menace de la rendre publique contre une rançon. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Ces gens-là ont réellement une volonté malveillante claire et c'est une action criminelle. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle l'activisme ou les menaces étatiques. C'est des gens qui utilisent l'arme cyber pour pouvoir passer des messages, des idéaux, des messages politiques. Il peut y avoir jusqu'à des États ayant ce type de comportement, ça fait partie du conflit quand il y a conflit entre des États. Ce qu'on peut dire, c'est que la sophistication monte avec les acteurs. Les challengers sont des gens qui sont doués sur le système, mais qui ne peuvent pas y passer des heures et des heures. Le cybercrime est beaucoup plus organisé. C'est parfois des dizaines de personnes qui travaillent pour la même organisation. Ils ont, comme toute entreprise, des objectifs d'efficacité. Donc, ils cherchent à exfiltrer de la donnée ou de l'argent au moindre investissement en temps. Et le troisième acteur, les activistes ou les acteurs étatiques, eux, ont des moyens que nous, on considère quasi illimités, puisqu'ils peuvent mettre beaucoup d'efforts et de personnes pour atteindre leurs objectifs. Donc une gradation dans les cybermenaces, et voilà. Marion Buchet, sur ces fameux États, quels sont-ils ? Ben là, actuellement, dans les cas qu'on a pu voir et sur certains éléments techniques qui sont d'ailleurs publics, on a parfois des liens, notamment, on l'a prouvé, on a publié pas mal de choses, nous, sur la désinformation, notamment via la Russie, avec quelques attaches également parfois en Chine. L'Iran est assez actif aussi. En fait, mais faut pas imaginer que c'est présent, mais dans ce que décrivait Jean-Claude, on va dédramatiser un peu, c'est qu'il y a aussi des cyberattaquants qui ne sont pas hyper forts. Et donc, en fait, on en parlait encore, j'étais juste avant à un event de tous les CERT français, de l'association de la journée des CERT français, et en fait, on regardait avec des grosses entités ce qu'ils avaient observé. Il faut savoir que parfois, c'est juste des gens qui utilisent le même mot de passe extrêmement faible sur un certain nombre de leurs systèmes, qui permettent des attaques. C'est des choses qui sont relativement simples. Donc, effectivement, c'est important de mettre en place des moyens de se protéger, mais si vous appliquez des règles assez basiques, déjà, vous allez vous soustraire à une bonne partie des attaques. Vincent Gilles, on devient fébrile aujourd'hui quand on est pilote face à toutes ces attaques ? Non. Ce n'est pas des attaques qu'on ressent au quotidien. Moi, je pense à deux choses au vu de ce que je viens d'entendre. Et je vais essayer d'être pragmatique et de répondre aux questions que peut avoir un passager. On a parlé d'évolution du monde numérique. Et évidemment, dans un cockpit, on profite quand même d'une connexion Internet pour avoir des données en temps réel météo. C'est bien évidemment, tout passager va bien sûr s'imaginer que grâce à Internet et aux satellites, on peut récupérer des informations en temps réel qui sont extrêmement pertinentes pour le vol, pour éviter des zones orageuses qui se développent très rapidement. Donc bien sûr, dans le cockpit, on a une connexion Internet, mais elle est uniquement rapportée sur des iPads ou d'autres systèmes pour avoir une mise à jour en temps réel. Je viens à cette question parce que forcément, vous allez bien sûr imaginer que ça se passe comme ça, mais c'est bien comme ça que ça se passe, et c'est vraiment sur certains appareils et pas sur d'autres. Donc la scission, elle se fait là. Et ensuite, il y a bien sûr cette question qui est apparue dans la presse. Là, on parle de menaces et c'est décerné, mais vous doutez bien que pour aller au Japon ou pour aller à Singapour, eh bien, on passe par des zones de conflit. On survole Tel Aviv, on prend des corridors entre l'Iran et l'Irak qui débouchent près du détroit d'Ormuz, on vole au-dessus de la mer Noire. Et toutes ces zones sont bien sûr impactées aujourd'hui, ce n'est pas des menaces, c'est la réalité, par des brouillages GPS, qu'on peut mettre dans la catégorie des cybermenaces. Voilà. Bon, il faut dédramatiser absolument en croisière. Il n'y a aucune raison que les passagers soient inquiets, parce qu'en fait, nos systèmes GPS sont très performants, mais lorsqu'ils tombent en panne, et en fait, on devance aujourd'hui la panne, c'est-à-dire qu'on connaît parfaitement les zones dans lesquelles cela va se produire. Et il n'y a pratiquement aucune surprise. Et en anticipation, on a des procédures qui consistent
On ne coupe pas les GPS parce que c'est compliqué de couper certains appareils en vol et de les remettre, mais on alimente les calculateurs de trajectoire par d'autres données, qui sont en fait, si ça vous intéresse, simplement des recoupements avec des balises au sol qui permettent d'avoir une précision de navigation extrêmement satisfaisante. La question qui se pose, c'est les survols maritimes, puisque là, vous n'aurez pas de recoupement de balises sol parce qu'elles sont trop loin. Et la deuxième question qui se pose aussi, c'est que malheureusement, on ne récupère pas toujours nos GPS après des interruptions. Voilà. Au bout d'une heure, les systèmes se mettent en carafe ou n'arrivent pas à récupérer un signal valide, et donc on se retrouve avec des GPS qui ne fonctionnent plus. Et aujourd'hui, il y a une évolution dans le transport aérien qui consiste à se passer de ce qu'on appelle les ILS pour faire des approches, à passer sur des approches qui demandent moins de maintenance, qui sont basées sur des informations satellitaires, et ça nous pose plus de problèmes. Vous allez aujourd'hui à Singapour, je vous donne des exemples concrets, le dégagement de Singapour, on envisage toujours un dégagement d'aviation, c'est-à-dire qu'on va quelque part, mais on se dit, si ça ne va pas à destination, on a du carburant pour aller à un autre endroit qui n'est pas trop loin. Si vous allez à Singapour aujourd'hui, le premier dégagement, bon, il y a 5 dégagements, mais voilà, le premier qui se présente, celui pour lequel nous prenons le carburant qui convient pour pouvoir y aller raisonnablement, c'est Kuala Lumpur. Et à Kuala Lumpur, il n'y a que des approches de type GPS. Voilà. Donc à ce moment-là, ça peut poser un problème. Le deuxième problème que ça soulève et qui n'est pas très connu, c'est des problèmes de... Vous savez, dans l'avion, en fait, on a des systèmes de détection de relief pour éviter des collisions avec le relief. Il y a 2 types de détection. Il y a des détections qui sont basées sur la position GPS en rapprochement avec une carte qui est rentrée dans les ordinateurs de bord. Et donc, si jamais on était amené à faire une erreur de navigation à se rapprocher d'un relief, le système nous avertirait. Mais ça, c'est une sorte de système, vous voyez, préemptif à l'avance qui se base sur une position estimée. Il y a après un deuxième rideau qui est un système GPS dur. C'est là s'il détecte avec les radiosondes de bord le rapprochement du relief. Mais le premier système dont je vous parle, qui est préemptif et qui permet de devancer les choses, il fonctionne sur le GPS. Et donc, il crée de fausses alarmes, parfois en approche, ce qui pose des problèmes. Donc, on a des procédures pour essayer de devancer ça. Mais ça, c'est un vrai problème. Et moi, j'interroge l'industrie aujourd'hui sur ce sujet parce que, bien sûr, les zones de conflit se développent. Mais il y a 10 ans, quand j'ai commencé, je n'ai pas commencé il y a 10 ans à piloter, mais quand j'ai commencé à être sur long courrier comme commandant de bord sur Boeing 777, lorsque j'allais au Caire, lorsque j'allais à Beyrouth, j'avais déjà des alarmes GPS dues aux brouillages locaux. Donc voilà, donc j'en profite pour un dialogue avec mes collègues sur le plateau et savoir parce que 10 ans c'est long quand même. Hein. Alors, je peux peut-être répondre sur ce point-là précis. Hein. Bon, on est basé, quand on dit GPS, on parle du GPS américain. Il se trouve que dans le militaire, on ne s'appuie pas sur le GPS américain et on a effectivement une redondance de base sur les avions, mais aussi sur les véhicules, avec des systèmes d'anti-jamming des 2 GPS. Donc on pourrait très bien imaginer effectivement d'avoir des systèmes qui sont beaucoup plus protégés, et c'est peut-être ce qu'il faudra faire à terme sur les avions civils. C'est très nouveau, ce phénomène d'usurpation de GPS, parce qu'en fait c'est ce qui se passe, c'est un signal qui essaie de se substituer au signal GPS qui lui-même n'est pas brouillé, c'est un émetteur qui effectivement essaie de remplacer et qui y arrive en saturant effectivement beaucoup plus haut le récepteur, et c'est comme ça que vous avez un faux signal. Donc il faut simplement mettre de l'anti-jamming qui existe sur tous les vecteurs militaires aujourd'hui. Donc il y a absolument des solutions que peut amener l'industrie dans des technologies qui sont bien sûr plus duales et puis également intrinsèquement bien plus redondées également. Je pense juste qu'on est allé un tout petit peu vite, parce que jamming, spoofing, je ne suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde. Jean-Claude Nanche, on en a parlé il y a quelques semaines de ce sujet-là. C'est à vous qu'incombe la mission de nous expliquer c'est quoi le jamming, c'est quoi le spoofing. Alors, on va parler en termes simples. Les satellites sont au-dessus de nos têtes. Ces satellites de positionnement, il y a plusieurs constellations. Le GPS américain, il y a le GLONASS russe, le Beidou chinois, et le Galileo européen. Le Galileo aujourd'hui n'est pas encore qualifié pour l'aéronautique, donc on ne peut pas utiliser encore ce type de système de navigation. Donc qu'est-ce qui se passe? On a tous ces satellites qui tournent autour de notre tête, il y en a environ 27 sur 3 orbites,
Et globalement, quand votre téléphone cherche le GPS, il va en trouver une dizaine. Il a besoin de 4 satellites pour avoir une précision de l'ordre de quelques mètres. Le signal, quand il part du satellite, il a la puissance d'une ampoule de 60 watts. Seulement, il est à 20 000 km. Alors, c'est un très très bon signal, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça veut dire que pour le perturber, il n'y a pas besoin d'une très grosse puissance. Donc, il y a des interférences, on va dire, non volontaires qu'on observe, par exemple, si vous passez à proximité d'une antenne télé dont les fréquences d'émission ne sont pas bien réglées, qui débordent un peu sur d'autres fréquences, ben vous pouvez perturber du GPS. Alors ça n'arrive pas souvent, je pense aux pilotes, mais si vous survolez une prison, très souvent, parce que les prisons peuvent être alimentées par des drones, on va brouiller le GPS dans ces zones. Quand il y a des événements politiques ou des événements majeurs qui représentent un risque, on peut avoir du brouillage. Donc le jamming, c'est très simple, c'est envoyer un bruit sur la fréquence qui fait que tous les récepteurs, toutes les antennes, un avion, un train, un tracteur, tout ce que vous voulez, ne reçoit plus le signal GPS. Donc ça, c'est relativement simple à faire comme type d'attaque. Un brouilleur GPS sur Internet, vous vérifierez de vous-même, c'est entre 50 et quelques milliers d'euros en fonction de ce que vous voulez faire. C'est illégal, ne le faites pas. Sinon, l'Agence nationale des fréquences en France va vous repérer rapidement et vous allez avoir la visite de la gendarmerie et ça va vous coûter un petit peu d'argent. Donc c'est quelque chose qui évidemment est complètement illégal. Néanmoins, l'accès aux moyens, et c'est ce qui fait la différence entre il y a 15-20 ans et aujourd'hui, et c'est très largement, on va dire, vulgarisé. Une antenne GPS, il y a 20 ans, ça valait 3 000 $. Aujourd'hui, ça vaut quelques dollars. Donc on a inondé le monde du signal GPS. Il y a de surcroît une deuxième menace. Alors la deuxième menace, donc le jamming, c'est comme si je parlais très très fort dans la salle et que vous ne pouvez plus parler à votre voisin. Donc plus personne ne peut entendre et voilà, c'est fin du signal. Si je puis me permettre, du point de vue de l'utilisateur, au moment où vous subissez un jamming, vous avez une panne de GPS. Voilà, c'est très clair. Voilà, donc dans un avion par exemple, c'est une panne simple qui est comme une panne du système qui tomberait en panne tout seul. Donc en fait, ça c'est totalement prévu, il n'y a pas de souci. Le deuxième type de menace, le spoofing. Donc le spoofing, si on reprend moi qui crie très fort, c'est moi qui imite les satellites. Donc en fait, le spoofing envoie un message qui imite celui des GPS, sauf que le contenu du message a le bon format, c'est la bonne trame, tout va bien, mais le contenu du message envoyé par les satellites est faux. Soit en termes de position, où la position calculée sera fausse, ou le temps envoyé, puisqu'il y a des horloges atomiques sur les satellites GPS, est faux. Et donc l'antenne va capter un faux signal GPS et potentiellement générer, comme l'expliquait mon collègue à côté, des choses qui ne devraient pas arriver. Ça, c'est beaucoup plus difficile à faire en termes de vecteurs d'attaque. Ce n'est pas juste envoyer un bruit sur une fréquence. Notamment sur un avion, quand ça vole à 800 km/h, il faut que l'antenne capte toujours ce signal-là. Il faut être toujours le meilleur signal que va capter l'antenne. Mais c'est à la portée de certaines catégories de personnes qui utilisent ça, et notamment ce qu'on a vu se développer dans les 2 dernières années, c'est ce type de leurrage, on appelle ça un leurrage, et c'est essentiellement à proximité des zones de conflit. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que les avions commerciaux sont des victimes collatérales. Oui, ils ne sont pas visés directement, c'est ça. Aujourd'hui, qui peut le plus, qui peut le moins, peut le plus, ou le contraire, mais c'est très probablement pour pouvoir interférer dans des opérations sur les zones de conflit, notamment, ça a été expliqué à plusieurs reprises dans les autres forums, l'utilisation, la militarisation de moyens civils, comme les drones, les petits drones récréatifs là, qui sont militarisés et qui eux aussi fonctionnent avec un signal Wi-Fi, mais utilisent du GPS. Donc, en brouillant le GPS, on sait qu'on ennuie beaucoup de monde. On ennuie les véhicules, on ennuie les avions, on ennuie les trains. Bon, les tracteurs et la gestion de l'engrais, c'est peut-être moins important.
Les réseaux sûrement électriques utilisent le temps GPS aussi. Voilà, il y a tout un tas d'utilisateurs. Donc on sait qu'en brouillant, on ennuie tout le monde. Malheureusement, le trafic aérien passant à proximité des zones de conflit, couloir Iran-Irak, la partie est de l'Europe à l'heure actuelle, capte ce brouillage par effet collatéral et en subit les conséquences. Qui en gros fait une sorte de rideau de brouillage de la Finlande à l'Égypte, si je ne dis pas de bêtises. En gros, avec... Alors oui, l'Agence européenne de sécurité aérienne a publié des bulletins et a identifié toutes les zones qui sont actuellement très, très sujettes à ce genre de perturbations. Donc on a le nord de l'Europe, on a l'Arctique, on a la mer Noire et le Moyen-Orient. Voilà. Toutes ces zones-là sont très régulièrement brouillées de par les conflits qui s'y opèrent. Vincent Gilles, alors je sais que tout le monde veut intervenir. Non, Marion Buchet, allez-y. Alors, plusieurs points sur la partie cyberattaque dans les cockpits. Il y a une étude menée par la Direction générale de l'aviation civile, la Civil Aviation Authority israélienne, ASL Airlines, qui a été menée au simulateur, que je ne vais pas avoir le temps de vous décrire ici puisque le temps passe, mais que vous pouvez retrouver sur le site du ministère de l'écologie ou sur mon LinkedIn, qui montre que quand même, on n'a pas d'alarme spécifique dans les cockpits pour les attaques cyber, mais que les procédures actuellement mises en place et apprises par les pilotes pendant des années fonctionnent quand même comme une barrière, parce que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, donc il y a des levées qui se font en demandant aux contrôleurs, voilà. Qu'on a beaucoup parlé de l'avion, et c'est vrai que c'est la finalité, mais que les attaques peuvent aussi atteindre l'environnement de l'avion. Donc le GPS, c'en est une partie, mais aussi tout ce qui est ADSB et messages qui sont envoyés à l'avion. Donc ça, c'est aussi un point d'intérêt. Et aussi, le secteur aéronautique, c'est in fine des avions qui volent, mais c'est beaucoup d'outils aussi, donc ce qu'on appelle l'outil industriel, qui est aussi vulnérable, et c'est beaucoup de bureautique aussi, qui est vulnérable. Et quand on regarde les attaques qui ont eu lieu, notamment dans le cadre de l'affrontement en Ukraine, sur le secteur spatial, parce que je n'ai pas les données, personne n'a étudié la même chose pour le secteur aérien, mais là c'était assez intéressant de regarder dans le cadre du conflit en Ukraine les cyberattaques qui ont donné lieu à des perturbations dans le milieu spatial, qui sont auto-déclarées, donc c'est-à-dire déclarées par les groupes. Donc quand on a pris toutes ces précautions-là, ce qui est intéressant de regarder, c'est que ce n'est pas le système qu'on va attaquer, parce que c'est extrêmement difficile d'attaquer un avion, parce que justement, les équipes de Thales et d'Airbus ont très bien pris en compte ces problèmes. Et donc, ce qui est plus facile, ça va être d'attaquer les routeurs, ça va être d'attaquer le CRM, par exemple, sur certains, ce qu'on a vu dans le cadre de ce conflit-là, c'était, on attaque le CRM, et comme le CRM sert à gérer le Customer Resource Management, Relation Management. Donc, l'outil qui vous permet de gérer vos relations avec les clients. Et en attaquant ça, on a empêché les gens de se connecter au système de communication par satellite. Donc, en fait, l'avion, c'est hyper important, c'est pas ce que je dis. Mais c'est tout un écosystème qu'il faut prendre en charge. Yannick Assouad, les avions sont sûrs aujourd'hui ? Je pense qu'effectivement, comme je l'ai dit, et comme ça a été répété, vous l'avez très bien dit en tant que pilote, le cockpit est connecté et on reçoit des informations, en particulier météo en temps réel, sur des objets qui ne sont pas connectés au système qui agissent sur la sécurité aérienne de l'avion. En gros, les systèmes de flight control et les systèmes de gestion du vol, flight management system. Donc, ces deux mondes aujourd'hui ne sont pas connectés. Et donc, aujourd'hui, l'aviation civile est extrêmement sûre. De plus, si on essayait de les connecter, aujourd'hui, nous n'avons aucun standard de l'EASA et de la FAA qui nous permettrait de le faire tout en les certifiant au plus haut niveau de sécurisation des vols. Donc aujourd'hui, même si on souhaitait le faire, on ne pourrait pas parce que la standardisation ne nous permet pas. Par contre, il y a de nombreux organismes, que ce soit OACI, que ce soit EASA, que ce soit FAA,
qui travaillent sur des standards de certification de systèmes ouverts de gestion de vol cybersécurisés. On n'en est pas là, ces standards n'existent pas. Je crois que les industriels sont très responsables, participent à ces groupes de travail avec le HASA et la FA et du point de vue industriel dans le cadre de l'OACI pour préparer ces futurs standards. Parce qu'effectivement, on ne peut pas imaginer que si Airbus décide de lancer un avion page blanche dans 5 ans, 10 ans, il ne soit pas beaucoup plus connecté qu'il est aujourd'hui. Si on veut vraiment optimiser les opérations aériennes, que ce soit entre l'avion et la compagnie aérienne, que ce soit entre l'avion et l'air traffic management, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de liens digitaux entre tous ces acteurs-là pour optimiser la gestion du vol, pour optimiser les trajectoires, pour optimiser les opérations de maintenance, etc. Donc, bien entendu, ça arrivera, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas et on n'a vraiment pas de standard pour le faire en plus. On prépare l'avènement de cette connectivité beaucoup plus poussée, mais qui sera cybersécurisée avec énormément de techniques très prouvées au sol qu'on peut mettre en œuvre pour les cybersécuriser. Mais je reviens, pardon, quand même au jamming, au spoofing, on ne va pas l'évacuer si rapidement. Qu'est-ce qui se passe du coup quand l'avion, enfin le pilote, les pilotes en l'occurrence, perdent leurs signaux GPS? On le récupère, on ne le récupère pas? Il y a d'autres équipements qui peuvent. Je vais juste rajouter une petite chose à ce qu'a dit mon voisin, juste pour compléter, pour essayer d'éclairer exactement comment ça se traduit, le spamming et le spoofing à bord d'un avion, puisqu'on a bien compris que dans un cas, il y avait tout simplement une panne de GPS, et dans l'autre cas, il y a une usurpation du signal GPS. C'est pas du tout pareil. L'usurpation, c'est sournois, ça ne se voit pas. Hein, vous dérivez lentement, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et bien sûr, en navigation, on ne s'oriente pas en regardant le sol, hein, on s'oriente en regardant nos appareils. Donc c'est beaucoup plus sournois. Mais heureusement, il n'y a quasiment pas de cas identifiés aujourd'hui de spoofing. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'il n'y en a pas? C'est qu'on a l'obligation, nous, en tant que pilote, l'obligation est presque même le devoir, parce qu'en fait, ça fait remonter les incidents de sécurité, de faire des rapports chaque fois qu'il y a un incident. Et il y a une chose qui est quand même intéressante et qui est un élément assez avancé dans l'aviation, qui est la culture juste, qui fait que, en fait, si vous faites une erreur mais qu'elle n'est pas intentionnelle, et si vous la rapportez, c'est considéré comme bénéfique pour l'industrie et jamais il y aura de sanctions, jusqu'à un certain point, évidemment, hein, si c'est des erreurs, des intentions délibérées, déplacées, malveillantes, bien sûr, il y aura des sanctions, mais pas dans l'autre cas, parce qu'on considère que c'est utile à la sécurité. Donc, chaque fois qu'on a un incident GPS, on fait remonter l'information, et c'est ce qui me permet de vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de cas de spoofing avéré. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on perd les GPS? C'est un petit peu ce que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure. En fait, on a des systèmes alternatifs pour naviguer, qui, au-dessus des terres, ne posent aucun problème, puisque permettent la précision de navigation qui est requise. En fait, l'aviation, c'est un peu compliqué. Il y a de plus en plus d'encombrements, donc on essaie d'améliorer la précision de navigation, et suivant les routes qu'on prend, il y a des précisions de navigation requises différentes. Mais ce n'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que, en tout cas, à moins de survoler de l'eau, parce que c'est quand même le cas qui se présente, parfois, eh bien, en utilisant les balises du sol, on a une précision équivalente, effectivement, à celle que nous donne la constellation GPS. Mais c'est vrai que Madame a fait l'ouverture sur d'autres constellations. Et moi, je vais vous dire, je suis rentré comme pilote il y a 33 ans à Air France, et il n'y avait pas des GPS au début, mais très rapidement, ils sont arrivés. Et la première question que je me suis posée, c'est comment se fait-il que l'aviation commerciale moderne se repose entièrement sur la constellation américaine? C'est quand même un petit peu étonnant, et je me suis vraiment posé la question. Je n'ai pas vraiment la réponse, hein, c'est des enjeux très compliqués, très complexes certainement, mais je me suis quand même posé cette question. C'est quand même un petit peu embêtant de faire reposer l'entièreté d'un système de navigation en aviation sur un seul pays. J'imagine qu'il y a peut-être un historique derrière tout ça, mais c'est une question qui se pose. Toujours sur le sujet du brouillage, on va après passer peut-être quand même à autre chose. Il y a une parade du coup technique, c'est quoi? C'est des algorithmes qui détectent, c'est des centrales inertielles de haute précision, c'est quoi? Est-ce qu'on les cherche? Est-ce qu'on va les mettre à temps en œuvre?
on utilise, enfin, on ne coupe pas les GPS en vol parce que c'est pas prévu comme ça et en fait ça poserait beaucoup de problèmes pour les redémarrer. On utilise d'autres moyens de navigation qui sont aussi précis. Est-ce qu'on planche là aujourd'hui, je me tourne peut-être plus chez Thales, chez Airbus, sur des solutions plus robustes? Alors effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas ignorer la situation et effectivement, on a commencé à regarder comment améliorer la résilience, c'est le terme qu'on utilise, de nos systèmes. On a tous compris que le jamming, faire du bruit sur la fréquence, ça va être très très compliqué de s'en débarrasser, mais bon, on peut trouver des solutions. Et le spoofing, qui est l'usurpation du signal, on est en train de effectivement regarder, alors pas qu'Airbus, il y a des groupes de travail qui sont dessus, notamment sur des groupes de travail de radio-télécommunication, où on réfléchit à changer les standards de qualification de ces calculateurs, pour dire simple, de manière à ce que dans les futurs standards, cette résilience fasse partie des exigences. C'est ce qu'on évoquait ultérieurement. Je peux peut-être compléter. Je l'ai dit, dans les systèmes dits militaires, on a systématiquement associé au GPS et à Galileo, qui est utilisé dans les systèmes militaires, de l'anti-jamming. Donc on a des technologies d'anti-jamming qui permettent de mesurer les flux qui arrivent et de les contrer. Donc clairement, alors c'est des systèmes qui sont plus complexes, plus lourds, etc., et donc plus chers. Clairement. Et puis à côté de ça, on travaille aussi sur des systèmes de navigation inertielle qui utilisent, juste pour que ce soit un peu plus clair, c'est quoi un système inertiel? C'est un système qui utilise la force de Coriolis pour mesurer la position X, Y, Z d'un avion. Comme on l'a dit, ces systèmes dérivent et doivent être recalés. On travaille sur des systèmes qui sont à la fois plus précis et qui ont moins besoin de recalage. Les systèmes ultimes étant les systèmes basés de technologies quantiques qui, eux, seront quasiment absolus. Donc on travaille sur tous ces systèmes qui finiront par avoir effectivement une précision qui sera en fait bien meilleure que le GPS. Alors là aussi, avec des technologies qui sont bien sûr plutôt plus cher, parce qu'un GPS, c'est finalement dans l'avion qu'un récepteur. Et donc, c'est quelque chose de léger, pas cher, c'est vrai. Mais on a largement des technologies pour faire beaucoup mieux que ça. Très, très rapidement, ça vous intéresse peut-être, c'est de connaître les ordres de grandeur de ces précisions de navigation. De quoi on parle en fait? En fait, quand vous êtes au-dessus d'un océan, c'est 4 nautiques de précision de navigation. Quand vous êtes sur une autoroute habituelle, c'est 2 nautiques. En zone terminale, c'est-à-dire quand vous approchez de l'aéroport, vous voyez, quand les ceintures s'allument, c'est 1 nautique. Et en courte finale, avec les systèmes GPS, c'est 0,3 nautiques. Et en dessous, pour certaines approches de précision. Mais voilà, c'est juste pour donner un ordre de grandeur de quoi on parle. Un dernier point sur la façon de fiabiliser les opérations liées au GPS, c'est qu'en cyber, en informatique, la première chose quand vous parlez avec quelqu'un, c'est d'être sûr que vous parlez à la bonne personne. Et donc, il y a aussi des travaux qui sont menés pour être sûr que quand vous recevez un signal, le signal est légitime. Et l'autre point aussi, c'est que certains des effets de bord qui sont observés sur les questions de brouillage sont liés aux problèmes d'horloge. Et donc, si on fiabilise l'horloge, on fiabilise aussi une partie des systèmes. J'arrête un peu peut-être sur le jamming, le spoofing. Je voulais revenir à une entre guillemets vieille cybermenace qui avait fait beaucoup parler d'elle dans les années 2010 sur un hacker en particulier ou plusieurs qui auraient réussi à prendre le contrôle d'un avion. Le patron de l'EASA de l'époque d'ailleurs s'en était ému. Est-ce qu'on peut prendre le contrôle à distance d'un avion? Question simple. Juste moi, ce que j'avais compris, c'est que le directeur exécutif de l'EASA avait recruté un hacker pilote de ligne pour tester la résilience des systèmes de cybersécurité. Et il avait, lors d'un petit déjeuner de la JPAE en 2015 ou 2016, on ne sait plus exactement, mais voilà, il avait déclaré que voilà, ce hacker qu'il avait recruté avait réussi à pénétrer les systèmes de contrôle de l'avion. Ce sont exactement ces mots. Voilà. Alors, sans doute pour alerter. La réalité, il faut quand même savoir, c'est que quand l'EASA a 10 ingénieurs, Airbus, qui a plus de moyens, on a 200. Donc c'est peut-être un cri d'alerte, je ne sais pas. Alors sur cette question, c'est strictement impossible?
Je crois qu'on a déjà répondu tout à l'heure, donc je vais pas répéter les mots d'Yannick. On a créé les équipes cyber chez Airbus fin des années 90. Donc on a une petite expérience de quasi 24 ans, puisqu'on est en 2024, sur le sujet. Évidemment, on a grandi avec le sujet. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de déclarations publiques, celles que... il y en a eu plusieurs, il y en a eu une en 2015, voilà, qui s'est avérée fausse. Très souvent, les gens font des déclarations en pensant qu'en faisant ça, on peut faire ça et on peut faire ça. Donc, ils ont une vue très partielle de l'architecture et ils n'ont pas la vue globale, c'est nous qui l'avons et on ne la partage pas. C'est plutôt de l'ordre du fantasme, quoi, pour résumer. Donc, voilà, à partir de quelques théories, les essais qui avaient été faits à l'époque n'étaient pas sur un avion, étaient sur un ordinateur. Voilà. Donc, on n'a jamais eu de cas avérés. Et un point important aussi à mentionner, les règlements cyber édités par l'Agence européenne de sécurité aérienne ou l'AEFA sont apparus en 2007. Et c'est là où, c'est ce qu'expliquait Yannick, on a eu ces nouveaux règlements qui nous demandent de virtuellement séparer ce qui contrôle l'avion, ce qui est accessible à l'airline, et ce qu'on appelle l'open world, le domaine public. Et donc, chacun des produits que nous développons répond à ces exigences, avec le concours des équipementiers qui installent ces systèmes sur nos avions. Yannick. Peut-être compléter comme information, hein, comme on l'a dit, les cockpits sont connectés. Quand on a une connexion avec l'extérieur, ce n'est pas les systèmes de gestion du vol ou de contrôle du vol qui sont connectés. C'est des aides au pilotage, hein, vous l'avez très très bien décrit. Je l'ai dit, hein, à terme, il y aura plus d'interaction entre le monde ouvert et le monde sécurisé, et on le fera de manière extrêmement cyber-sécurisée et en général avec un contrôle pour l'instant, parce qu'il n'y a pas d'autre autorisation possible compte tenu des règlements en cours, une intervention du pilote qui autorise ce transfert d'informations. C'est plutôt comme ça qu'on imagine la connexion des systèmes. Aujourd'hui, on n'imagine pas parce que effectivement, les techniques de cybersécurité ne sont pas encore suffisamment, je vais dire, compris, analysés par les deux agences, alors qu'on a de plus en plus de techniques qui permettraient quand même d'avoir une très forte cybersécurisation et des flux de données dans les deux sens. Ceci étant, aujourd'hui, on ne pourrait pas les approuver. On a besoin de travailler avec les agences pour qu'elles comprennent ces méthodes de cybersécurité avec des méthodes de cryptage, des méthodes d'analyse des flux, des méthodes de reconnaissance de la donnée attendue, non seulement la donnée mais sa valeur, etc. Donc on a beaucoup de techniques. Le durcissement des composants eux-mêmes. Donc on a beaucoup de techniques de cybersécurisation de ces flux. Aujourd'hui, de nouveau, il faut que les agences s'approprient ces nouvelles technologies de manière à pouvoir les autoriser. Ce n'est pas encore le cas, non. C'est pas, et comme vous l'avez dit, quand il y a 10 ingénieurs à l'EASA, par exemple, chez Thales, on a 6000 ingénieurs spécialisés dans la cybersécurité. Il n'y aura jamais 6000 ingénieurs à l'EASA ou à la FAA. Et donc, on doit travailler, mais ça a toujours été comme ça. Les règlements ont toujours évolué dans l'aéronautique, quels que soient les chapitres techniques de l'avion. Ils ont toujours évolué sous l'impulsion de l'industrie en travaillant avec les agences de manière à ce qu'ils s'approprient ces technologies et qu'ils les mettent dans des règlements. On n'en est pas là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut plus de réactivité, de moyens, d'échanges entre les industriels. Non, je pense qu'ils existent. Et bon, si vous faisiez, Olivier, référence à la remarque de Patrick Kim, moi j'interprète ça, effectivement. Attention, on a besoin de moyens pour traiter ces sujets. Je l'interprète plutôt comme ça, en disant, oui, c'est un risque. En face d'un risque, en face d'une menace,
il faut mettre une solution, et ces solutions, elles doivent être travaillées, et j'ai pas forcément les moyens de le faire, et j'ai besoin de renforcer mes moyens. Et je crois que c'est très clair, le HASA, pour tout ce qui concerne les nouvelles technologies, progressivement acquiert ces compétences, d'ailleurs souvent chez nous, souvent chez nous, les industriels, et c'est très bien, parce que ça nous aide effectivement à pousser les règlements. Moi, je voudrais juste, encore une fois, ajouter 3 choses. Je ne connais pas de collègue que j'ai jamais croisé qui ait exprimé un risque face à ces problèmes de cybersécurité au travers des systèmes de connexion de l'avion. Le seul risque, c'est le GPS. Deuxième point, il y a peut-être une question qui brûle les lèvres, mais je vais la déflorer avant qu'elle ne tombe. Des chiffres que je vois, le problème est exactement identique chez les 2 plus grands constructeurs d'aviation. Voilà, il n'y a pas plus chez Boeing que chez Airbus, c'est exactement la même chose. Et puis le troisième point, c'est de dire que c'est des questions qui vont certainement se poser, puisque le constructeur Airbus a des projets, en particulier, si ça vous intéresse, vous regarderez, projet par exemple Dragonfly, qui est un système de récupération à distance d'un avion. Donc pour faire ça, il va falloir rentrer dans les systèmes de commande de vol de l'avion. Donc c'est vraiment des questions qui vont se poser. Je ne juge pas de la pertinence du projet, je dis juste que c'est une évolution qui est envisagée, voilà, qui peut-être présentera des avantages, et il y aura ces questions qui vont se poser de sécurisation de l'avion s'il y a des possibilités de prise de commande à distance. Marion Buchet, sur la nécessité de davantage de dialogue sur le thème cyber. Vous estimez qu'il y a des maillons faibles, il y a des choses à améliorer aujourd'hui? Il y a des différentes instances qui existent. Le Conseil pour la cyber du transport aérien est une sorte de groupe de réflexion qui a été créé en 2018 par Elisabeth Borne, auquel participent 4 entités étatiques, l'ANSSI, Minarm, Minent et ministère des Transports via la DGAC, et tous les gros industriels du secteur et opérateurs. On a des groupes, des comités techniques réglementation et menaces et impact qui se réunissent tous les mois, 2 mois, en fonction de l'actualité, et qui réfléchissent à ces problèmes de manière à avoir une réflexion commune entre même type d'acteurs, et également de réfléchir aux interfaces. Actuellement, on a aussi le CERT Aviation. Actuellement, enfin, c'est jamais, il est impossible de dire qu'une attaque cyber ne se passera pas, quel que soit le système qu'on considère. Ceci dit, moi, ce qui m'inquiète là, c'est pas l'attaque cyber d'un avion, parce que c'est compliqué, parce que c'est pris en compte depuis longtemps, parce qu'il y a des experts qui travaillent dessus. Mais en revanche, nous, on le voit assez régulièrement, des ransomware dans des aéroports qui vont paralyser le trafic, ou des sites internet qui tombent, ou des sous-traitants qui ne peuvent plus approvisionner leurs donneurs d'ordre. Ben ça, pour moi, c'est quelque chose qui est là, top maintenant, et qu'on vit tous les jours dans le secteur de l'aviation. Il y a un enjeu de manque de compétences. Alors, on n'imagine pas chez Airbus et chez Thales, hein, mais Ouais. Chez les sous-traitants dont En fait, vous parlez. c'est extrêmement hétérogène. Vous avez des TPE qui ont des... L'année dernière, on a eu notre premier membre TPE ici, qui sont hyper matures en termes de cyber. Mais alors, à côté de ça, on voit des trucs... alors, si vous êtes du milieu de l'aérien, ça ne va pas vous étonner, mais si vous êtes du milieu de la cyber, je vous citerai des exemples, vous tomberiez de votre chaise. En fait, il y a des précautions élémentaires qui ne sont pas prises sur des mots de passe, sur le chiffrement de ces données, sur les connexions qu'on utilise, sur l'endroit où on stocke ces données, sur ces sauvegardes. En fait, on est sur des choses extrêmement basiques, mais qui derrière, l'attaque cyber, c'est une chose, ça perturbe les opérations, mais il y a toute la reconstruction du système qui coûte extrêmement cher. Et ça, redémarrer son activité et reconstruire son système d'information, bah, quand on n'a pas mis en place dès le début de bonnes pratiques, déjà, on va être une cible facile. Et en plus, derrière, ça va être très compliqué. Et nous, on voit des gens qui sont vraiment en détresse. On y est sensible chez les grands donneurs d'ordre à cette situation. Alors, j'ai en tête d'ailleurs que chez Airbus, on a monté il y a 2 ans, je crois, c'est ça, une école de formation en cyber, mais bon, bah, c'est parce que c'est Airbus, quoi. Mais chez les petits sous-traitants, c'est quand même... C'est un sujet qu'on traite très régulièrement GIFAS, cette problématique, je crois qu'en tant que grand donneur d'ordre, on en a tous eu en particulier des fournisseurs qui ont été touchés par de graves attaques cyber.
qui tout simplement les empêche de livrer. Hein. C'est aussi simple que ça. Et donc qui nous bloque et qui nous stoppe, nous, effectivement, dans nos opérations. Donc on est très sensibilisés, on organise des formations, des sensibilisations. On a créé le CERT Aéro, hein, quelque part aussi, pour que tous les fournisseurs aient un accès facile à un organisme qui se veut, qui n'est pas leur client, qui se veut neutre, mais qui est là pour aider, qui est quand même financé par, bien sûr, l'État, également un peu par les grands industriels, mais il est vraiment là pour aider les plus petits à avoir un endroit, une porte à laquelle frapper. Alors normalement, on s'adresse à l'ANSSI, mais là aussi, l'ANSSI, ce n'est pas une institution qui est forcément facile d'accès. Là, on a vraiment créé ce CERT Aéro justement pour faciliter ça et faciliter un endroit où les gens peuvent poser des questions, peuvent décrire leurs problèmes de manière absolument neutre dans un endroit sécurisé pour eux. Jean-Claude Nanche. Oui, je veux reprendre une image qui est relativement usuelle dans le monde de la cyber. Il faut voir l'écosystème aviation, l'écosystème de n'importe quel secteur industriel comme une chaîne, et votre niveau de sécurité est fait par votre maillon le plus faible. Voilà, donc un gros travail, et Marion le disait tout à l'heure, un gros travail d'éducation des gens. Aujourd'hui, tous, dans votre vie privée, vous savez bien que recevoir un email que vous n'attendiez pas, cliquer sur un lien que vous ne savez pas trop où ça va vous mener. J'espère que de plus en plus, les gens hésitent à faire ça. Les attaques, 90% du temps, sont très simples et jouent sur le manque de... Alors, je sais pas, je ne veux pas dire éducation parce que c'est un terme un peu brutal en français, awareness en anglais, des gens. Donc, dans les entreprises, dans l'écosystème, dans la chaîne en aval, mais aussi en amont, l'éducation de tout le monde contribue à la sûreté du secteur. Donc c'est là où on a peut-être le plus à gagner, tous, c'est d'être conscient de ça. Il est plus possible aujourd'hui de développer un système sans prendre en compte la cybersécurité. Il est plus possible de passer un contrat avec un fournisseur sans lui demander s'il a un minimum de sûreté sur ses systèmes informatiques. Voilà, il faut faire ça et ça nous protégera de beaucoup de toutes ces menaces qui utilisent le maillon faible, pour dire les choses simplement. Merci pour ces mots qui forment une parfaite conclusion. On a un gros écran tout rouge, avec écrit The End dessus. J'imagine que c'est la fin et qu'on doit arrêter. Merci à toutes et à tous.